En deux mots, qu'est-ce que c'est que la SFEN? Eh bien, on peut la définir par sa devise, hein, qui est la nouvelle devise qui est faire avancer le nucléaire. Notre site web, le site web est inscrit, c'est sfen.org. Il comporte un onglet pour les groupes régionaux. Sur en ce qui concerne donc notre programme de cette année, il est à noter en particulier que la SFEN organisera une convention des régions la semaine du 29 mars, en fin de ce mois, donc, à raison de 2 ou 3 séquences par jour, à midi et puis le soir. Et c'est la SFEN Provence qui clôturera ce cycle de table ronde le vendredi 2 avril de 16h à 18h, à 19h, pardon. Alors, au sein du groupe régional Provence, nous organisons des conférences. Vous en voyez ici le programme, environ une par mois. Donc, la prochaine, ce sera sur le 8 avril sur le démantèlement des usines du cycle du combustible avec comme orateur Jean-Christophe Patou de Orano. Et nous organisons le colloque, alors il a été différé plusieurs fois en raison de la Covid, un colloque d'une journée donc au centre de congrès d'Aix-en-Provence le 15 octobre, sur l'électronucléaire dans le monde. Alors maintenant, je vais parler de notre conférencier de ce soir, Joël Guidez. Ça fait bientôt 50 ans, hein, Joël, qu'on se connaît, puisque je t'ai eu comme élève à Centrale quand j'animais les TP de chimie nucléaire. Ensuite, nous nous sommes retrouvés à Cadarache sur les réacteurs à neutrons rapides et nous avons fait ensemble une mission en Union soviétique juste à la fin de la période soviétique dans les années 90. Alors, le CV de Joël Guidez, ce que vous avez sous les yeux, est impressionnant. Hein. Il a été à la fois, il a travaillé dans la technique en commençant dans la thermohydraulique. Il a dirigé l'exploitation de plusieurs réacteurs, y compris à l'étranger. Et puis, il a été en poste en Allemagne, à Berlin, comme conseiller nucléaire. Alors, sa connaissance des réacteurs rapides et son esprit polyvalent l'ont conduit à rédiger 2 livres, l'un sur Phoenix et l'autre sur Super Phoenix, qui ont été d'ailleurs traduits en anglais. Il a terminé sa carrière comme conseiller du haut-commissaire et responsable scientifique du segment Génération 4 au CEA. Autant dire qu'il est tout désigné pour nous faire une conférence sur un concept dont les anciens avaient entendu parler dans les années 50, donc ça remonte à loin, hein, et qui ressurgit pour 3 raisons: la sûreté, la non-prolifération, il faudra en parler, et la transmutation des transuraniens, ce qui allégerait la gestion des déchets de haute activité à vie longue. En effet, le stockage géologique CIGEO est prévu pour recevoir les résidus des combustibles des réacteurs déjà construits, y compris le PR de Flamanville, mais rien n'est encore décidé pour les combustibles des nouveaux réacteurs EPR2 qui devraient commencer à remplacer les réacteurs de 900 MW dans les années 30. Donc, c'est dire que le sujet est stratégique. Je laisse donc la parole à Joël Guidez pour nous exposer les enjeux et les verrous à faire sauter pour que cette filière voie le jour en France et pas seulement à l'étranger. À toi, Joël. Des réacteurs à sel fondu qui sont des réacteurs un petit peu étranges. Alors, le sommaire de la présentation, d'abord, qu'est-ce qu'un réacteur à sel fondu? Expliquer un petit peu l'ensemble du problème. Ensuite, le panorama international, voir un petit peu ce qui se fait dans le monde sur les réacteurs à sel fondu aujourd'hui, hein, parce que la France est un petit peu la traîne par rapport à d'autres pays. Ensuite, voir les intérêts et les verrous de la filière MSR. Après, voir ce qu'on fait en France sur le sujet en ce moment, 2021, et puis les perspectives pour le futur. Alors, transparent, on va rester un petit bout de temps dessus parce qu'il faut bien comprendre comment fonctionne ce type de réacteur. Donc, contrairement aux réacteurs habituels où on a de la combustible solide qui se trouve dans des gaines et puis un fluide qui va passer pour prendre la puissance et refroidir le combustible, là, le combustible, c'est-à-dire ça peut être de l'uranium, ça peut être du thorium, ça peut être du plutonium, le combustible est dissous dans un sel chaud à une température de l'ordre de 600-700 degrés.
les produits fissiles sont dissous dans le sel. Et dans la zone dite critique, si on met suffisamment de produits fissiles, à un moment, on diverge et il y a une puissance qui se dégage. Cette puissance va produire de la chaleur et aussitôt le liquide se dilate. Comme le liquide se dilate, la divergence diminue et donc il y a un équilibre qui s'établit à une nouvelle température qui est la température critique. C'est la température à laquelle on a une certaine divergence. Si on remet du produit fissile dans cette zone critique en plus, à ce moment-là, on va monter à une température critique supérieure. Mais donc, ça s'équilibre. Comme c'est liquide, ça va s'équilibrer entre divergence, production de puissance, dilatation et finalement l'équilibre final. Donc, cette zone va rentrer à une température qui correspond à une température critique. Donc, ce sel combustible, on le fait circuler et il passe dans des échangeurs où il va céder sa chaleur à un circuit secondaire, c'est-à-dire un sel intermédiaire qui va transporter la chaleur vers après une turbine ou toute application que l'on veut, production électrique ou production de chaleur. Si on arrête les circuits secondaires, la zone critique reste à sa température critique. Elle n'a aucune raison de monter ou descendre en puissance. Par contre, si on met en route les circuits secondaires et qu'on va extraire de la puissance, on va injecter du sel froid, donc moins dilaté en partie basse, et donc on va extraire plus de puissance. Donc on va piloter avec l'extraction de puissance la situation physique de la zone critique. Alors, pour que ça fonctionne, il faut de temps en temps, il faut retraiter. Donc, il faut à la fois, il faut retraiter parce qu'il y a des produits de fission qui peuvent s'accumuler, ou certains produits, des métaux, ainsi de suite, qui peuvent devenir des poisons pour la réaction neutronique. Et donc, ces poisons, il faut les éliminer de temps en temps. Donc, de temps en temps, il faut faire un petit retraitement pour enlever les produits, les lanthanides, les produits qui sont le zirconium, ainsi de suite, enlever ces produits-là et renvoyer dans le réacteur les produits fissiles, c'est l'uranium, le plutonium, les actinides mineurs, tout ça, et enlever tous les produits qui ne sont pas utiles pour forcément du réacteur. Donc, forcément, il faut un petit retraitement. Mais ce n'est pas grand-chose. Il ne faut pas beaucoup de retraitement. Il faut quelques litres par jour, pas énormément. Et puis, il faut aussi remettre de temps en temps du produit fissile. Voilà, donc ça, c'est le fonctionnement du réacteur lui-même. Et le réacteur, donc d'un réacteur à combustible solide, on a du gaz de fission qui va se dégager et qui va rester coincé dans les gaines. Ici, dans notre réacteur à MSR, ce gaz va se dégager en permanence parce qu'il n'y a pas de gaine. Et donc, il faut traiter ce gaz. Il faut l'extraire et le traiter en ligne également. Ce n'est pas très compliqué. En gros, c'est les mêmes gaz de fission que ce qu'on obtient dans les gaines de réacteurs SFR, par exemple. Et sur les réacteurs SFR, à Phénix, Superphénix, on avait des lignes de traitement de gaz qui étaient prévues pour un certain nombre de ruptures de gaz simultanées. Donc, c'est le même genre d'outil de traitement de gaz. Mais là, il faut prévoir de manière dès le début. Voilà, on a un petit peu le fonctionnement de l'ensemble avec la zone critique. Alors, on voit qu'on n'a pas besoin de barre de commande, a priori. Ça ne veut pas dire qu'on n'en mettra pas, mais ça veut dire qu'a priori, les barres de commande ne sont pas utiles. On va démarrer le réacteur en mettant suffisamment de produits fissiles pour atteindre la température critique qu'on recherche au départ. Et puis, avec cette température critique, on peut fonctionner. Alors, le MSR, c'est un concept qui date des années 50. Il avait été développé aux USA pour les besoins militaires. C'est l'époque où il y avait on faisait des sous-marins nucléaires. Les Russes et les Américains faisaient la course pour avoir des sous-marins nucléaires. Et l'US Force avait dit moi, j'aimerais bien avoir un bombardier avec un réacteur nucléaire également, parce que ça permet un très long rayon d'action. On sait que les bombardiers, ils ont des rayons d'action assez limités, il faut les alimenter à plein vol, c'est un peu compliqué. Avoir un bombardier militaire qui fasse 2 fois le tour de la Terre sans avoir besoin de s'alimenter en essence, c'est intéressant. Donc, l'US Air Force a financé des études
Et un prototype a été construit, c'est l'Aircraft Reactor Experiment, qui a été développé, construit, et qui a fonctionné très peu. Ça a fonctionné 9 jours, c'était pour tester le matériel. Ils ont eu des problèmes de corrosion sur les matériaux utilisés. Et puis, ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même des gros problèmes de radioprotection. Quand on veut un avion, si on veut protéger les gens qui sont dans l'avion, il faut mettre beaucoup de plomb, c'est assez lourd et c'est difficile en aviation. Ce qui fait que l'US Air Force va arrêter de financer le programme et qu'on va passer à un deuxième prototype. Alors ça, c'est une vue de l'ARE qui a été testé donc au sol, qui a été testé au sol. C'est un circuit à boucle avec des circuits de vidange en bas et la zone critique qu'on voit, c'est le cylindre de gauche. Et donc, on va développer à ce moment-là un nouveau réacteur, le MSRE. Donc, c'est un réacteur expérimental de plus forte puissance, 7 MW. Il va fonctionner 5 ans. Alors, pas en continu, il va fonctionner avec des campagnes différentes à Lockridge National Laboratory. Et on va changer de matériaux. Avec l'expérience de l'ARE, on avait de la corrosion, on va passer à l'astéloï. L'astéloï, c'est un matériau qui va être qualifié pour fonctionner jusqu'à 700 degrés, qui contient beaucoup de molybdène et qui va donner des bons résultats. Les sels, c'est des fluorures et le spectre est thermique. Ce n'est pas un réacteur rapide, c'est un spectre thermique. Il y a un modérateur graphite. Dans la zone critique, il y a des canaux en graphite dans lesquels circule le sel combustible. Et sur la base du REX du MSRE, le RNL va proposer de travailler sur un plus gros réacteur, le MSBR, mais qui, lui, ne se fera jamais. Les financements vont s'arrêter et il n'y aura plus d'autres réacteurs dans le monde construits sur le principe des réacteurs à sel fondu. Donc, en termes de REX, on a uniquement disponible le REX de l'ARE et du MSRE. Là, c'est la vue du MSRE, qui est un réacteur aussi à boucle. On voit la cuve, le petit 1, c'est la cuve, le petit 2, c'est l'échangeur, et le petit 3, c'est la pompe qui va brasser le sel combustible. Donc ça, c'est le circuit, on pourrait dire primaire, c'est le circuit sel combustible. Et puis on voit le circuit secondaire qui vient chercher au niveau de l'échangeur de chaleur avec la pompe secondaire qui est en 6, avec un sel intermédiaire qui va chercher la puissance et qui va être dissipé dans les échangeurs à air 7, parce que c'est un réacteur qui chauffe les oiseaux, ce n'est pas un réacteur pour faire du courant électrique. Et donc, on voit bien le circuit primaire et après le circuit secondaire. Et en bas à gauche, on a les trois bidons de vidange où on peut vidanger les sels et faire diverses opérations de préparation des sels de vidange. Alors ça, ce réacteur, il va quand même fonctionner pendant 5 ans. Donc, le fonctionnement aura duré 15 mois sur les 5 ans. Donc, si ça continue, sans vidange du sel. Donc, en gros, il y aura 2 campagnes. Une avec de l'U235 enrichi, c'est la première, et l'une avec de l'U233. En fait, ultérieurement, avec de l'U233 obtenu chez les militaires et de l'U233 obtenu par retraitement, extrait du sel du réacteur. Donc, c'était en sel fluorure, il n'y avait pas de spectre, c'était thermalisé avec du graphite. Et il n'y a pas de thorium. On n'a jamais fait de thorium dans cette expérience. Le thorium, ça arrivera plus tard, l'histoire du thorium. Et le plutonium, il n'y avait pas d'autre que celui qui a été créé pendant le fonctionnement. Comme il y avait de l'uranium, forcément, on crée un peu de plutonium. Les calculs montrent qu'on avait créé 60 grammes de plutonium, c'est négligeable. Bon, temps total de circulation du combustible, 21 000 heures, c'est suffisant quand même pour vérifier les problèmes de corrosion, les problèmes de fonctionnement d'instrumentation, des composants. Et donc, il y a un bon déroulement de fonctionnement, les petits problèmes d'exploitation, c'est rupture de ventilateur, entraînement de gaz, à défaut sur la chute des barres qui ne servent à rien. La sûreté va imposer des barres qui n'ont pas servi et qui ont eu des problèmes. Et puis fissuration d'une vanne, d'une vidange, enfin bon, des petits problèmes classiques d'exploitant. Mais sur le fond, il y a un bon déroulement de fonctionnement. Les gaz étaient récupérés sous forme gazeuse en continu. On avait une injection d'hélium au niveau de l'arbre de pompe pour faire l'étanchéité de la partie tournante pour la pompe primaire. Et le gaz était récupéré et on pouvait extraire comme ça les gaz de fission.
Alors, pour fonctionner sur 15 mois, il n'y avait pas une nécessité de retraiter le sel. On pouvait fonctionner, il n'y avait pas suffisamment d'empoisonnement pour bloquer les réactions neutroniques. Et l'uranium-233 est extrait, récupéré, et ça a permis de faire une campagne ultérieurement uniquement de l'uranium-233. Alors, il faut quand même voir donc, le fonctionnement, il n'y a pas eu de retraitement du sel. Donc, il n'y a pas de REX sur le fonctionnement avec retraitement. Ce sel est toujours stocké sur le site avec CPF actuellement. Il n'a pas été retraité depuis. Alors, ce qui est important, c'est que le REX de ces deux réacteurs est d'excellente qualité, c'est-à-dire qu'ils ont écrit des milliers et des milliers de documents, de pages de documents, qui sont parfaitement accessibles, qui sont ouverts à tout le monde. Et ces documents sont utilisables même pour valider les codes et faire des calculs pour comparer avec les données qui ont été mesurées pendant l'expérience. C'est vraiment très ouvert et ça permet de valider des codes ou de valider des expériences. Alors, les avancées nettes, c'est sur les matériaux, parce que la celluloïd a été qualifiée jusqu'à 700 degrés. Et puis sur le mode opératoire, ils ont réussi à faire fonctionner, à vidanger, à recharger, à faire tourner les pompes, les échangeurs. Et il n'y a pas eu de problème particulier. Donc, c'était une bonne avancée. Alors maintenant, si on regarde les MSR d'aujourd'hui, enfin les concepts qu'on peut trouver dans la littérature, si on parle des réacteurs nucléaires, il y a la branche principale, c'est la branche en rouge, les réacteurs à combustible solide. Alors, on a les réacteurs aneutro-thermiques, les PWR, BWR, HTR, FHR, pour ça on les connaît. Les réacteurs à neutrons rapides, les réacteurs à sodium, au plomb, au gaz. Et puis, on a une petite branche en bas qui est les réacteurs à combustible liquide. Donc, un concept complètement différent des réacteurs à combustible solide où la puissance est extraite par un fluide qui vient prendre la puissance autour de la gaine du combustible. Alors, dans ces réacteurs à combustible liquide, on va trouver des différences sur les cycles. Il y a des réacteurs qui ont des cycles UPU, des réacteurs qui ont des cycles U-thorium, des réacteurs incinérateurs de PU ou d'actine mineure. Donc, on va trouver des différences sur les cycles. On va trouver des différences sur deux grands volets, les réacteurs à spectre rapide et les réacteurs à spectre thermique comme le MSRE. On va trouver une différence sur les sels, avec deux grandes familles de sels utilisées, les chlorures, les fluorures. Et puis, on va trouver des différences sur les puissances. Il y a des gens qui dessinent des réacteurs de forte puissance et d'autres qui dessinent des SMR. Voilà. Alors là, une petite digression. Il ne faut pas confondre les MSR, où le combustible est dissous dans le céphaloporteur, avec les FHR, qui sont des concepts à combustible solide refroidis par un sel liquide. Ça, c'est complètement différent. Avec les FHR, on se retrouve dans la branche des réacteurs à combustible solide. On peut utiliser les sels comme fluide caloporteur, mais ce n'est plus des réacteurs à sel fondu. On va y revenir au FHR après. Alors, rappel sur les FHR. Les problèmes des HTR, des réacteurs haute température ou des VHTR, des très hautes températures, c'est le problème de tenue des matériaux et puis les limitations liées à l'utilisation de gaz comme fluide de refroidissement. Souvent, c'est l'hélium qui est utilisé, mais ce n'est pas un gaz facile non plus. Et la proposition, c'est de remplacer l'hélium par des sels fluorures en gardant le même combustible solide que les HTR. Un des projets plus avancés sur le sujet, c'est le rapport du MIT de 2018, où il y a de nombreux essais technologiques qui ont été faits sur le matériau, le contrôle redox de la corrosion, les échangeurs sel-sel, les composants. Alors, les FHR ne sont pas des réacteurs à sel fondu, mais par contre, il y a beaucoup de règles et de données qui sont utilisables pour les réacteurs à sel fondu, en particulier sur les composants, l'instrumentation, puisque c'est les mêmes sels qu'ils utilisent. Donc, même s'ils ne rentrent pas dans le cadre des MSR, il faut quand même s'en souvenir pour trouver du REX utilisable. Alors, souvent, le MSR est associé à tort au cycle utilisant le thorium. Il y a plein de gens qui parlent du cycle thorium avec les MSR, comme si les MSR étaient spécifiquement des réacteurs à thorium. Ça, c'est une erreur complètement. C'est une grosse erreur. Hein. Les MSR peut utiliser n'importe quel fertile ou fissile, en mode thermique ou rapide. Tout dépend des objectifs. Le thorium, c'est un fertile. Le MSR a besoin de fissile pour être critique.
Donc, ce fissile peut être au départ du 235 ou du plutonium ou des mineurs, mais il faut mettre un fissile. Le thorium n'est pas fissile. Et en fertile, on a en France environ 300 000, on a plus de 300 000 tonnes d'uranium appauvri disponibles. Donc, ça ne présente pas d'avantage particulier en France d'utiliser le thorium, puisque du fertile, on en a stocké, disponible. Le cycle avec thorium présente des avantages pour les pays qui ont du thorium disponible. Je pense à l'Inde ou au Brésil. Mais il demande des gros travaux de développement parce que c'est un cycle qui utilise l'U-233 qu'on ne trouve pas dans la nature. Donc, il faut commencer le cycle thorium avec du 235 et du thorium. Et après un certain fonctionnement, on peut extraire le 233 et commencer peu à peu à faire un cycle thorium 233 qui après va être autonome. Mais bon, dans la mesure où on a beaucoup de fertiles disponibles en France, on n'est pas spécialement intéressé par l'utilisation du thorium. Alors, est-ce qu'on veut du chlorure? Est-ce qu'on veut du fluorure? Il y a deux grandes familles de sels. Alors, si on veut utiliser du plutonium, les taux de solubilité du plutonium dans le fluorure est trop faible, en particulier dans les basses températures de fonctionnement. Et donc, ça serait gênant au niveau sûreté, puisque si on avait un choc froid pendant le fonctionnement du réacteur, on aurait des risques de déposition de plutonium avec des problèmes de criticité, ainsi de suite. Ce n'est pas simple. Donc, généralement, dès que les gens parlent d'un cycle utilisant du plutonium, on bascule sur des réacteurs à chlorure. On verra tout à l'heure au niveau international, par exemple, les réacteurs de TerraPower ou les réacteurs chinois, enfin les réacteurs russes, ainsi de suite. On bascule sur des chlorures dès qu'on veut utiliser du plutonium. L'avantage des fluorures, c'est la possibilité d'utiliser le REX du MSRE, puisque c'est un réacteur à fluorure, en particulier avec des filières thorium. Et puis, il y a tout le REX du MSRE sur les matériaux, l'instrumentation. Donc, pour débuter une maquette, c'est quand même plus pratique de partir sur l'existant. C'est un avantage des fluorures. Bon. Alors, les chlorures ont un avantage qui est aussi un désavantage. Un avantage, c'est d'avoir un spectre plus rapide. Ils sont plus transparents en neutrons. C'est lié au sodium. Le chlorure, c'est souvent du NaCl. Donc, le sodium est très transparent en neutrons. On retrouve notre ami le sodium. Et donc, avec ce spectre plus rapide, les chlorures sont plus efficaces pour la disparition des actinides mineurs. Donc, ils ne sont pas empoisonnés par l'américium, par exemple, parce que l'américium disparaît au fur et à mesure. Par contre, comme le flux est plus rapide, on prend plus de dPA sur les parois et il faut des protections plus importantes pour les matériaux. Ça, c'est le désavantage. En termes de retraitement, l'avantage, au moins en France, c'est de pouvoir facilement dissoudre dans l'eau les chlorures. Les chlorures se dissolvent très facilement. Et comme en France, on a la filière de retraitement qui est justement liquide, ça facilite le retraitement. L'avantage aussi du chlorure, c'est qu'on veut laver un composant après extraction, c'est assez facile. On le lave et puis on dissout les sels et puis on a lavé le composant. Avec du fluorure, c'est plus gênant. Vous sortez un combustible, un composant qui est dans le sel fluorure. Quand il est froid, ce fluorure, il ne se dissout pas facilement et ce n'est pas évident. On notera que dans les deux cas, il faut faire une séparation isotopique. Pour le lithium, il y a un des isotopes qui est mieux que l'autre, donc il faut utiliser celui-là. Et pour le NaCl, c'est nécessaire aussi, il faut enrichir en Cl37 pour éviter la formation du Cl36 avec le Cl35. Donc dans les deux cas, il faut faire une séparation isotopique qui est apparemment assez facilement faisable, qui coûte un peu d'argent quand même. Donc maintenant, on va passer au panorama international, voir un petit peu ce qui se fait dans le monde aujourd'hui autour des réacteurs à sel fondu. On va commencer par la Chine. C'est le pays qui a le programme le plus vaste et le plus structuré. C'est vraiment un très gros programme qui était lancé en Chine. Ils ont fait un centre de recherche dédié, le SINAP à Shanghai, où il y a environ 1000 personnes qui travaillent, avec un grand nombre de boucles d'essais pour l'instrumentation, pour la chimie, pour la corrosion, ainsi de suite. Et donc, ils veulent développer le concept sur tous les aspects, les codes, les matériaux, technologies, retraitement. Ils ont des boucles et ils annoncent un petit prototype pour cette année.
Alors, le prototype, c'est un petit prototype de 2 MW sur la base initiale. Ils ont parti du MSRE, réacteur thermique, sulfurure et modérateur graphique. Et là, on voit une vue du désert à droite, une vue du désert de Gobi, dans lequel est situé. Enfin, sur la vue de droite, on voit le centre de Shanghai qui est à droite, Sinap, et on voit le réacteur qui se trouve dans le désert de Gobi. Et sur la gauche, c'est une vue satellite qui a été prise récemment, l'an dernier, où on voit les fondations du réacteur en cours de construction. Ça, c'est la vue de leur réacteur. Bon, c'est une vue d'artiste. Hein. Je ne suis pas sûr que la vue soit parfaitement corresponde vraiment à ce qui est construit. Hein. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de documents sur la question. On voit que c'est un réacteur, vraiment, c'est le MSRE qu'ils ont repris en 2 MW. Hein. De la thermique. Alors, il y a un projet derrière celui-là de TMSR LF2 de 168 MW électriques. En Russie, il y a une petite équipe qui travaille depuis longtemps, l'Institut Kurchatov, ce projet Mozart. C'est un réacteur qui a fait le choix d'un spectre rapide, et pourtant il est en fluorure, c'est assez curieux. Il a fait un choix de fermeture du cycle, et le but de ce réacteur, c'est de brûler les actinides mineurs. C'est-à-dire en cas de retraitement, si on retraitait et qu'on séparait l'américium et les actinides mineurs, on aurait pu les brûler dans ce réacteur dédié. Alors, ils ont fait des travaux de fond intéressants sur la chimie, sur la solubilité des actinides mineurs dans les sels, sur les matériaux, sur les composants. Ils font des travaux de fond et ils font des publications qui sont intéressantes. Et eux proposent un petit retraitement en ligne. Le réacteur, il ressemble un petit peu, c'est un réacteur à boucle hein, où tout se suit. On a une cuve, après on a une pompe, après un échangeur, après un retraitement et on revient. Donc, ils ont fait des recherches de base sur les taux de solubilité en sel, sur les facultés de rétention. Et ça, c'est intéressant. Ils ont pris du sel, ils l'ont solidifié, ils l'ont laissé solidifier. Ils ont vu la rétention du césium, par exemple, qui est très importante. Donc, ça, c'est un point important pour la sûreté. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que fin 2019, Rosatom a lancé le lancement d'un programme de construction d'un MSR près de Krasnoyarsk, un programme sur 10 ans. On n'a pas eu beaucoup plus de renseignements sur la question. Donc, ça, c'est la vue du réacteur Mozart, avec le réacteur à boucle. Vous voyez, avec le réacteur, la pompe et l'échangeur, et qui est dédié à la transmutation des actinides mineurs. Alors, l'annonce de Rosatom, ce n'est pas pour les actinides mineurs, c'est pour l'ensemble, c'est pour un réacteur qui va utiliser du plutonium, l'uranium, ainsi de suite. Mais on n'a pas plus de renseignements sur sur le réacteur lui-même. Là, après, dans le monde anglo-saxon, dans lequel un grand nombre de startups proposent des concepts de réacteurs en sel fondu. On a presque un nouveau concept tous les jours, j'exagère à peine. Non, mais on a une liste de projets de MSR. On a l'Integral Molten Salt Reactor 400 de Terrestrial Energy, canadien. Le réacteur de TerraPower, le Molten Taurine Salt Fast Reactor. Le réacteur de Transatomic, le réacteur de Martargal, le Torcan. Le réacteur de Flybe Energy, le réacteur de Moltex, qui est anglais, le réacteur d'Elysium, le réacteur des Suédois, Seaborg, de Copenhague, aussi un projet, enfin, ainsi de suite. Tout le monde a un petit peu des projets. La plupart ne font que du dessin et du concept. Hein. Très peu commencent à attaquer la certification par l'autorité de sûreté, qui est quand même le critère de sérieux d'un projet. C'est quand on commence à aller par l'autorité de sûreté qu'on veut se faire certifier. La plupart sont plutôt sur des présentations de concept. Alors, fin décembre 2020, donc très récemment, le DE a annoncé un soutien au MCRE, qui est une maquette de MSR chlorure, qui est faite par TerraPower en liaison avec Sucern, un autre opérateur américain. Donc, cette maquette va être celle à l'INL. Donc, il y a un budget qui a été donné par le DE. Et là, cette maquette va se faire. C'est sûr que cette maquette va se faire et qu'il y aura bientôt une petite maquette de MSR. Et alors, les gens de TerraPower ont aussi des boucles d'essai en sel et ont fait pas mal de travaux de fonds sur lesquels ils ont investi de l'argent, avec le MIT en particulier.
Donc ça, c'est le molten chloride fast réacteur de TerraPower. C'est un réacteur rapide, hein, donc en chlorure, et qui est devenu MCRE sous CERN. Donc les options sont intéressantes parce que c'est proche du contexte français, c'est-à-dire qu'ils mettent de l'U, du PU, même si le PU, on ne parle pas, le PU c'est un gros mot aux États-Unis, mais enfin ils mettent quand même de l'uranium et du PU. Et c'est un réacteur rapide, c'est-à-dire qu'il est en gros isogénérateur. Donc il y a une maquette critique en cours de design qui est soutenue par DOE et qui a des grandes chances de se faire assez rapidement. Ça, c'est l'ISM R400 des Canadiens qui est proposé par Terrestrial Energy. Alors, eux, ils ont simplifié au maximum. Ils font un concept de batterie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retraitement. Ils mettent le fissile, le sel, ils font tourner pendant 7 ans, et après, la cuve est considérée comme un déchet final. Ils laissent le sel refroidir dans la cuve. Ils considèrent que ça, c'est le déchet final. Après, on a Elysium, qui est un projet réacteur de 1000 MW. On en parle beaucoup moins en ce moment. À un moment, en 2015, il y avait une quarantaine d'employés, mais actuellement, on en parle assez peu. L'objectif, c'est fermer le cycle du combustible en utilisant du combustible usé. Et donc, ils voulaient un spectre rapide et un sel chlorure. Chaque fois qu'on utilise du combustible usé, du plutonium, on arrive généralement à des sels en chlorure. Donc, si on fait une conclusion sur le panorama international, d'abord, il y a une grande variété dans les choix techniques proposés. On n'a pas une solution qui fait un consensus avec tout le monde qui travaille dans le même schéma. Et en fait, c'est le choix des objectifs qui va déterminer les choix techniques. Donc, forcément, si les objectifs ne sont pas les mêmes, on arrive à des dessins, des résultats différents. Hein. Il y a un foisonnement de projets dans les startups. Il y a beaucoup de projets dans les startups, mais qui ne sont pas très aboutis. Et le gros choix de base au départ, c'est spectre thermique ou spectre rapide. Alors, si on ne veut pas fermer le cycle, si l'objectif n'est pas de fermer le cycle, on va plutôt se mettre sur le REX du MSRE et regarder une filière thorium ou regarder une filière thermique, et on va plutôt prendre des fluorures. Si l'objectif, c'est de fermer le cycle et d'utiliser les produits de retraitement, à ce moment-là, on va plutôt basculer sur un MSR à spectre rapide et on va plutôt utiliser des chlorures. Alors, il y a un cadre international d'échange qui est de Forum Gen 4, avec son système Steering Committee, et dans lequel il y a pas mal d'échanges qui se font et qui permettent quand même de savoir ce qui se passe un petit peu dans ces différents pays sur les concepts. Et il y a 3 projets donc, en construction en Chine, en Russie et celui des États-Unis qui va se lancer. Voilà un petit peu le bilan de ce qui se passe dans le monde sur les MSR actuellement. Maintenant, on va regarder les intérêts puis les verrous de cette filière. Donc, les réacteurs de 4e génération, l'objectif, c'est l'économie des ressources, c'est-à-dire ne plus avoir besoin d'uranium. Ça, c'est les réacteurs à neutrons rapides qui permettent d'éviter l'emploi d'uranium et de brûler l'uranium appauvri. Au niveau des coûts, on veut des simplifications, on veut des coûts plus faibles, on veut des approches SMR, on veut de la modularité. Donc là, c'est un petit peu d'objectif aussi des réacteurs Gen 4. Au niveau de la sûreté, non-prolifération, au niveau de sûreté, on veut de prévention des accidents. Et puis au niveau, on veut surtout qu'il n'y ait pas de rejet de radioactifs en cas d'accident. Hein, c'est l'objectif de base de sûreté. Et on veut aussi qu'il n'y ait pas de prolifération. Et puis après, en dernier volet, on va être compatible avec les énergies renouvelables. Donc on veut des réacteurs flexibles avec des unités multiples. Donc le MSR a une position un petit peu particulière là-dedans. Parce qu'on a certains réacteurs comme les HTR qui ne sont pas réacteurs rapides, qui vont plutôt viser le fait de viser la sûreté. On a des réacteurs comme les réacteurs supercritiques en eau qui eux, visent l'économie, visent gagner financièrement, être moins cher que les réacteurs à eau actuels. On a un réacteur sodium qui vise la sustainability et peut-être les trois, enfin peut-être retrouver dans le triangle fatal du milieu. Et il n'y a que les MSR qui visent vraiment les 3 volets,
qui visent des réacteurs sûrs, qui visent la sustainability, c'est-à-dire qui visent des réacteurs rapides, et qui visent l'économie, des réacteurs petits et pas trop chers. Alors, là, on a un code transparent avec beaucoup de choses. On détaillera après les choses, mais ça permet d'avoir une vue globale. Alors, les avantages potentiels. On a la gestion des matières, parce que on va utiliser le plutonium issu du retraitement des REP. On peut transmuter les actinides mineurs. Si on sépare l'américium, on peut brûler dans le réacteur. Et on peut alimenter en sel combustible en ligne. Donc, il y a un avantage de gestion des matières, sur lequel on va revenir. Il y a un avantage de sûreté intrinsèque, parce que contrairement au réacteur à combustible solide, il n'y a pas d'incident qu'interaction entre le combustible qui est très chaud et le liquide au refroidissement. Si la température monte dans le sel combustible, on peut avoir des problèmes d'accident, de perte de la cuve, des choses comme ça, mais on n'a pas de réaction explosive, on n'a pas d'accident énergétique. Donc, on a du mal à définir un accident grave sur ce type de réacteur, on va y revenir. Les contre-réactions sont fortement négatives. Donc, dès que la température augmente, ça se dilate et à ce moment-là, on arrive à un état d'équilibre. Je rappelle qu'on fonctionne sans pression, puisque le sel, on peut monter à 600-700 degrés alors qu'il n'y a pas de pression. C'est un peu comme le sodium, on peut monter à très haute température sans pression. Et en cas de fuite, on n'a pas de réaction chimique avec l'air, on a solidification du sel. Et ce sel, en solidifiant, va garder le césium, va garder beaucoup de produits. Donc, en cas de fuites, se gèrent assez bien. Et le troisième gros volet, c'est la flexibilité. On verra tout à l'heure que c'est un réacteur extrêmement flexible qui peut suivre le réseau, passer en une minute de 0 à 100% de puissance assez facilement. Donc, on voit les gros volets d'avantages potentiels de ce réacteur. Les verrous technologiques, c'est la chimie du sel qui est compliquée, les problèmes de subtilité, risque de précipitation. En général, on a la table de Mendeleïev qui se retrouve dans le sel, donc c'est un peu compliqué d'avoir la connaissance de ce qui se passe à tous les niveaux. Sur les matériaux, il y a des problèmes de corrosion. On est à haute température, il y a plein de produits dans le sel qui sont corrosifs. Et la cuve est directement exposée au combustible, donc il faut mettre des protections parce qu'elle est très irradiée. Après, les verrous, c'est la sûreté en fonctionnement. Il faut quand même définir les critères de sûreté pour ce réacteur qui est quand même très exotique par rapport au réacteur à sel combustible. Et puis, les difficultés technologiques, parce que les vannes, l'instrumentation, le traitement du sel, les PF gazeux, tout ça, il faut le définir. Donc, il y a beaucoup de choses à définir. Et puis, un référentiel de sûreté à définir dans un contexte international. Donc, si on détaille un peu, alors, enfin, en version rapide, au niveau du cycle du combustible, on peut incinérer des produits très divers. Le PU issu des MOX usagés, le PU issu du retraitement, l'américium, tout ce qui est issu du retraitement, on peut le brûler dans ce type de réacteur et on peut valoriser l'uranium appauvri qui est stocké et actuellement pas utilisé. Alors, le traitement du sel peut se faire par batch. Par batch, c'est qu'on va extraire du sel, on va le mettre dans une lingotière, on va le laisser se figer et ce lingot de sel froid, solide, peut être envoyé dans une unité centrale où il sera retraité. Ou alors, on peut, comme proposent les Russes, le traiter en continu. Alors, chaque fois qu'on enlève du sel pour retraitement, il faut en retour rajouter du combustible liquide pour ajouter du produit fissile, parce qu'on brûle le produit fissile, forcément. On verra que c'est beaucoup moins complexe que le transport, retraitement, séparation, refabrication, transport du combustible solide. Alors, l'avantage, c'est la grande minimisation potentielle des quantités de déchets finaux, puisque lorsqu'on retraite le sel qu'on a extrait par batch, on va remettre le plutonium, l'uranium et l'actinides mineurs dans le réacteur et on va simplement faire disparaître comme déchets finaux les lanthanides, les métaux, enfin tous les produits qui restent et qui sont des produits à durée de vie relativement courte. Donc, on n'a pas de gaines de tubes hexagonaux, moins de structures, et donc on a beaucoup moins de déchets dans les opérations qu'avec un combustible solide. Et puis, on n'a pas de sortie prématurée du combustible en raison de la tenue limitée des gaines. Donc, on a une bonne incinération continue.
En gros, dans un MSR, quand vous mettez dedans un fissile, ben il va disparaître. Vous ne le revoyez plus. Ce n'est pas du tout le cas des réacteurs à combustible solide. Un réacteur à combustible solide, c'est beaucoup plus complexe. Au bout d'un certain nombre de cycles, il faut retirer le combustible usé du centre du cœur, il faut le refroidir en stockage interne. Après, il faut enlever l'assemblage et il faut le laver. Il faut le transporter les assemblage irradiés vers l'unité de retraitement. Là, il faut découper en usine où tous les gaz de fission vont devoir être extraits. Il faut retraiter, dissoudre, séparer le PU, séparer les produits. Il faut faire un retour à l'état solide des produits qu'on veut utiliser. Il faut avoir une usine de fabrication de combustible pour réutiliser ces produits, fabriquer le combustible, les transporter vers le réacteur. Et là, il faut les remettre en réacteur et on recommence pour un cycle de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on va faire deux, trois cycles dans le réacteur et on va repartir d'un cycle de retraitement. Donc, c'est très, très lourd et chaque fois, on crée des déchets nouveaux. Alors, dans un MSR, c'est plus simple puisqu'on met les produits dans le réacteur. Et ensuite, on fait des extractions soit en liquide, soit en batch. Mais on fait que des extractions en liquide qu'on remet dans le réacteur. Donc, on voit que c'est une irradiation beaucoup plus simple. Un cycle combustible beaucoup plus simple. On n'a pas besoin d'usine de fabrication de combustible et l'usine de retraitement est aussi plus simple. Par contre, il faut un atelier de retraitement du sel qui peut être accolé au réacteur ou qui peut être une unité centrale où on amène des batchs qu'on veut retraiter. Alors, au niveau de sûreté, une conception beaucoup plus simple avec de la sûreté intrinsèque. On n'a pas de relâchement d'énergie mécanique en cas d'exclusion neutronique, parce qu'on n'a pas un combustible solide qui va monter à plusieurs milliers de degrés, qui va percer ses gaines et qui va faire une explosion avec le flux de combustible, le flux de réfrigération. Donc, on n'a pas d'accident grave type de ce qui arrive sur les réacteurs à combustible solide. On a les coefficients de contre-réaction qui sont fortement négatifs, donc le réacteur est auto-stabilisant. On fonctionne avec un collimateur sans pression, la simple pression de circulation de quelques bars pour faire circuler le fluide, mais on n'a pas de pression comme dans un réacteur à eau. En cas de fuite de la première barrière, le sel se solidifie et les mesures qu'ont fait les Russes montrent que les pièges froids, les matières se piègent bien dans le sel froid et il n'y a pas de combustion dans l'air, pas de réaction chimique. Il y a possibilité de vidange rapide réversible du sel vers des réservoirs dédiés. Et potentiellement, deux barrières de confinement suffiraient. En fait, on en met trois. La première barrière, c'est la barrière du circuit sel-combustible. La troisième barrière, c'est la barrière du réacteur lui-même qui empêche tout envoi de produits radioactifs à l'extérieur. Et la deuxième barrière, c'est une barrière proche de la première barrière qui est destinée en cas de fuite de la première barrière, due par exemple à de la corrosion, qui permet de solidifier, de piéger le sel avant la deuxième barrière. Voilà. Ceci étant, le référentiel de sûreté est différent des réacteurs à combustible solide et on a intérêt à le construire dans un cadre international. C'est content de le faire au niveau du GIF actuellement. Alors là, un petit schéma qui montre la physique de fonctionnement. Donc, si par exemple sur la colonne de gauche, on refroidit le combustible, il va se compacter très rapidement à la vitesse du son. Il y a une diminution des fuites neutroniques puisque le sel est plus compacté. Donc, ça augmente la réactivité et hop, le dégagement de chaleur. Et retour à l'équilibre dans la partie critique du réacteur. Si on prend la branche de droite, qu'on échauffe le sel, il se dilate. Pareil, très rapidement, la vitesse du son. Il y a augmentation des fuites neutroniques, puisqu'il s'est dilaté. Ça baisse la réactivité. Et tout ça, c'est auto-stabilisé. Donc, le pilotage se fait par extraction de puissance dans le circuit secondaire. Et le réacteur s'équilibre pour rester en température de sortie à sa température critique. Donc, le suivi de charge est simple. Si on monte la vitesse des pompes dans les circuits secondaires, on extrait plus de puissance. Et sur la baisse, on fait moins de puissance. Et ça peut se faire extrêmement rapidement. Il y a une grande sûreté intrinsèque parce qu'il y a peu d'échauffement, même en cas de forte insertion de la réactivité, parce que par dilatation, aussitôt, on va s'équilibrer.
Alors, le réacteur est compact. On a un haut burn-up qui n'est pas limité par la durée de vie des gaines ou par le comportement du combustible. Hein. On n'est pas limité. Donc, on va jusqu'au bout de la combustion des fissiles qu'on met dans ce réacteur. Le multi-recyclage est simplifié sur site. On n'a pas les problèmes de transport et de fabrication de combustible. Le réacteur est relativement simple, avec des dessins qu'on peut voir. Il y a peu de structures internes. Il y a surtout des structures de protection de la cuve contre le rayonnement. Il y a peu de structures mobiles dans le primaire, puisqu'il n'y a que la pompe primaire qui permet de faire. Et on peut même voir des dessins où le réacteur a convection naturelle. Le réacteur est compact. Les volumes sont très faibles par rapport au volume d'un réacteur PWR. On n'a pas de pression et on n'a pas de réaction exothermique pouvant agresser le confinement. Et puis, on a des hautes températures, puisqu'on est en sel. Donc, sans pression, on arrive à des hautes températures de l'ordre de. On travaille des températures entre 550 et 650 degrés. Donc, le rendement est amélioré et on peut utiliser la chaleur, mais un potentiel pour d'autres applications. La cogénération, fabrication d'hydrogène, tout ça, on a beaucoup de possibilités grâce aux hautes températures. Alors, sur la flexibilité, la différence de température est relativement faible entre l'entrée et la sortie. Et donc, il y a moins de problèmes de thermohydraulique dans la structure. La différence de température, elle varie suivant les concepts, entre 50 et 100 degrés à peu près. Il n'y a pas les problèmes d'interaction pastille, combustible, gaine, tout ça, fluide colporteur, qui limitent la flexibilité des réacteurs à combustible solide. Là, on peut varier la puissance rapidement. Il n'y a pas de problème d'interaction pastille-gaine. Le pilotage se fait par extraction de puissance via le circuit intermédiaire. Et l'augmentation de débit se traduit par une augmentation de puissance, tout simplement. Donc, c'est des conditions qui permettent un suivi des réseaux très souple, rapide, de quelques pourcents à 100% en quelques minutes. Donc, on peut vraiment suivre le réseau de manière très souple. En conclusion sur les avantages, c'est que l'acceptation sociale du nucléaire est faible dans le monde, dans beaucoup de pays, parce que beaucoup de pays critiquent le nucléaire en disant qu'il y a des risques liés à un accident type Tchernobyl, Fukushima. Les gens ont peur de l'accident. Les gens disent qu'on accumule des gestions des déchets qui sont mal gérées, ainsi de suite. Bon, il y a des critiques sur les déchets nucléaires. Et puis, il faut importer de l'uranium, donc on n'est pas sustainable. Donc, on voit que sur ces 3 points, le concept MSR apporte des réponses intéressantes, potentielles, puisqu'on n'a pas de risque type accident, type Tchernobyl, Fukushima, puisque les déchets, justement, on utilise les déchets existants, c'est-à-dire l'uranium appauvri et le plutonium pour fonctionner. Et les déchets restants après fonctionnement sont des déchets à vie courte qui peuvent se stocker beaucoup plus facilement. Et au niveau importation d'uranium, on n'a plus besoin d'importer de l'uranium. Donc, ce réacteur, il donne un espoir de meilleure acceptabilité sociétale du nucléaire. Et d'ailleurs, on le voit, il y a des associations écologistes qui défendent les réacteurs à sel fondu parce qu'ils trouvent que c'est plus acceptable. Alors, les problèmes, par contre. Alors, les problèmes, très faible maturité technologique. Donc, il y a un programme de R&D de qualification important développé pour développer l'ensemble de ce type de réacteurs. La maîtrise de la physico-chimie du sel et de son traitement. Bon, il y a peu de règles, il y a peu de données. Là aussi, il y a eu du travail. Il y a une durée de vie potentiellement limitée. On est à haute température, on irradie les structures. Donc, on prévoit actuellement dans les schémas, on prévoit des cuves de réacteurs à durée de vie limitée. On vise la durée de vie décennale à peu près. Comme tous les réacteurs en France sont des décennales, on vise à peu près tous les 10 ans pour pouvoir changer la cuve qui devient un déchet, mettre une autre cuve neuve. C'est une solution possible, ce n'est pas une solution définie, mais totalement définitive aujourd'hui. Les procédés de retraitement restent à définir. Donc, c'est un retraitement à queue, comme on ne fait pas de retraitement comme les Américains. Donc, il faut définir le procédé de retraitement qui est séparation de l'U, du PU, d'actine mineure. Et on cherche à récupérer à la fin aussi le NaCl, puisque comme on a fait une séparation isotopique, il vaut un peu cher, donc il faut mieux récupérer. Et les autres produits deviennent des déchets à période relativement courte et qu'on peut stocker beaucoup plus facilement. Après un accident, comment on intervient? Bon, ça faut définir l'exploitation de ce type de réacteur. Maintenant, ces ISIR sont peut-être plus complexes, il faut la définir.
Et puis, il faut établir un référentiel de sûreté applicable à ce type de réacteur. Donc, quelques points durs actuels sur lequel on travaille, le choix du couple sel-combustible et la tenue des matériaux sur irradiation, le problème de corrosion par les produits de fission des matériaux à température qui en plus sont irradiés et prennent pas mal de dPA. La chimie du sel, maîtrise de la composition durant la vie du réacteur et maîtrise des solubilités. Et je pense que la sûreté demandera qu'on ait un suivi de la composition de sel durant le fonctionnement du réacteur. Le traitement du sel combustible, quelle matière, à quel mineur, quel procédé, continu, batch, quelle interaction avec le réacteur et l'usine. Bon, tout ça, c'est à définir. Et puis, il y a l'aspect technologique, les pompes, les échangeurs, les vannes, l'instrumentation. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser, qui ont utilisé sur le réacteur à sodium qu'on peut reprendre. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut reprendre, mais pas tout. Par exemple, les pompes électromagnétiques, par exemple, qui marchent bien avec un métal liquide comme le sodium, ne marchent pas avec du sel, par exemple. Donc, il y a des éléments techniques qui étaient utilisables en sodium qui ne sont pas utilisables avec des réacteurs à sel fondu. Et puis après, on a l'exploitation, il y a interaction primaire-secondaire, les démarrages, les arrêts, gestion des fuites, radioprotection. La radioprotection, c'est un problème important puisque on a un combustible qui est directement disponible. Donc, il faut utiliser des techniques des cellules, en fait. Il faut maintenir le sel liquide à haute température. Bon, sur le sodium, il faut maintenir aussi le sodium liquide dans sa circulation, mais le sodium, c'est à 100 degrés qui se solidifie. Là, il faut avoir des préchauffages qui ont des températures beaucoup plus élevées, quoi. Et puis, il faut voir comment on fait la maintenance, l'arrêt de tranche, le changement de cuve, ainsi de suite. Tout ça doit être pris en compte dans le design du réacteur. En conclusion, sur les avantages et inconvénients, on a un concept et de nombreux avantages potentiels, donc très motivant pour un développement. Par contre, c'est un concept original qui a très peu de retour d'expérience et qui pose de nombreux problèmes techniques qu'il faut étudier et résoudre. Donc, les études à venir visent surtout à étudier ces verrous pour pouvoir confirmer la faisabilité du concept. Et des développements progressifs sont à prévoir à partir de maquettes au début, comme font les Chinois, des maquettes de 1 MW, 2 MW, ainsi de suite. Et puis après, on faudra monter en puissance pour confirmer la faisabilité. Donc, on est au stade maintenant de rechercher à confirmer la faisabilité de ce type de réacteur. On va passer au MSR en France. Qu'est-ce qui se passe en France sur le sujet? Il faut que j'accélère un peu, je ne suis pas dans les temps. Donc, la filière a été étudiée irrégulièrement par EDF et SEA, puis après, on a surtout mis les efforts sur les réacteurs à sel fondu. C'est le CNRS qui a beaucoup travaillé sur le sujet pendant cette période. Et ils ont une très bonne base et on collabore très, très bien avec eux. Ils sont vraiment très, très actifs. Ils ont travaillé sur des projets européens. Et en France, depuis le séminaire que j'avais monté en 2018 à Massy, un séminaire avec tous les acteurs français, depuis le CEA, le Framatome, Orano, tout le monde est un petit peu revenu sur les réacteurs à sel fondu depuis ce séminaire, dont le dossier est disponible. Hein. Et un certain nombre de papiers ont été présentés dans les congrès, à ICAP 2019, ICAP 2020, FISOR, des papiers faits en commun avec le CEA, CNRS, Framatome. Il y aura des références à la fin de la présentation sur ces papiers. Là, je vais aller vite, c'est le concept MSFR du CNRS. Hein. Donc, c'est un réacteur compact, géométrie cœur simple, spectre rapide et refroidissement assuré par c'est un concept de forte puissance avec 18 mètres cubes de sel combustible. C'est le concept sur lequel travaille le CNRS. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de choses intéressantes sur le sujet. 20 ans sur les réacteurs, ils ont fait des simulations en neutronique, des analyses de sûreté, des études de design. Je vais assez vite parce que je ne suis plus dans les temps, mais ils ont fait des codes couplés extrêmement intéressants et des codes neutroniques comme Monte Carlo en évolution sur contrainte. C'était Daniel Leyer qui travaillait beaucoup sur le domaine de neutronique et qui est très compétent dans le domaine. C'est une des personnes les plus compétentes en France sur les réacteurs à sel fondu.
Alors, les caractéristiques du MSFR, ben, grande souplesse de pilotage. Dans le concept, il n'y a pas de barre de contrôle, puisque ce n'est pas la peine pour piloter. On pilote par le circuit secondaire. On pilote par le circuit secondaire et on ajuste les températures par le circuit secondaire. Bon, je vais assez vite. Il y a eu un développement intéressant, une thèse qui a été faite sur la collaboration avec Framatome, une thèse sur la sûreté, avec l'ensemble des incidents, avec une méthodologie d'analyse de risque, pour identifier tous les incidents qui pouvaient arriver sur le réacteur. Et bon, on a identifié donc l'ensemble des incidents et on a du mal à trouver un accident grave. On a des accidents qui sont effectivement sans dégagement énergétique. Cette thèse est disponible, elle est très intéressante. Donc l'intérêt pour Orano, ben, c'est que c'est l'enjeu de la gestion du plutonium issu des REP. Les RNR sont nécessaires pour gérer la toxicité des déchets et optimiser l'utilisation des matières. Et Orano a des clients qui ne sont pas en mesure d'utiliser le plutonium, qui est issu du traitement d'un combustible. Donc, il y a intérêt d'étudier la faisabilité d'un MSR consommateur plutonium, un convertisseur PU. Donc, intérêt pour le MSR à spectre rapide et sel chlorure, maîtrise de la chimie du chlore et synergie possible avec le traitement de la Hague. Et on n'a pas de combustible solide à fabriquer, donc possibilité de rouvrir le sujet de la conversion des actifs mineurs dans le futur avec ce type de convertisseur 30 PU. Donc, Orano est intéressé par des études sur le sujet également. Framatome a des programmes et fait des thèses avec le CNRS et participe au projet européen SAMO-CFR. Et puis au CEA, on a un programme, l'objectif de fermeture du cycle est maintenu dans la PPE, hein, je rappelle ça. Et donc, on voit que pour fermer le cycle, il faut recourir au RNR de toute façon. Donc, on a une filière RNR sodium qui est la plus mature. Et on sait qu'on sait construire un réacteur sodium, on a déjà construit. Mais il y a intérêt, dans la période actuelle où on n'a pas de construction prévue à court terme, il y a vraiment un intérêt fort d'évaluer les verrous des MSR qui ont un fort potentiel, mais qui ne sont pas actuellement constructibles. Et donc, il faut démontrer maintenant la faisabilité. Donc, actuellement, CEA fait des études d'esquisse de MSR. Pour préciser la faisabilité du concept, on part peut-être de départ sur des petits réacteurs et on essaie de voir les maquettes qu'on pourrait construire pour déterminer, pour travailler sur tous les verrous qu'on a vu passer au fur et à mesure. Un programme pluriannuel a été mis en place au CEA pour évaluer la faisabilité. Le cahier des charges, c'est un spectre rapide, c'est un sel chlorure, et c'est soit un incinérateur PU, soit un réacteur isogénérateur. Si on prend la présentation des calculs faits en 2019 à ICAP, on voit que si on met dans le réacteur de l'uranium et du plutonium, assez naturellement, on a un réacteur qui est isogénérateur et il suffit de rajouter régulièrement de l'uranium appauvri pour continuer à fonctionner en brûlant l'uranium appauvri. On a vraiment des réacteurs facilement isogénérateurs. Alors, le CEA travaille sur les analyses de choix du sel. La base de départ, ça va être NaCl, UCl3, PuCl3, avec peut-être des petits ajouts pour pouvoir jouer sur la température, pour optimiser la température de fusion du sel. On a des études d'esquisse sur la faisabilité électronique, le montage de composants, ainsi de suite. On a mobilisé l'expertise CEA sur la chimie, la corrosion et des boucles avec du sel fondu qui sont en cours de fonctionnement. Et des outils de couplage. On travaille beaucoup au niveau des codes, au niveau de couplage autour des problématiques MSR. On a l'analyse des concepts étrangers. On suit ce qui se passe à l'étranger, en particulier grâce au GIF, au Groupement international sur les réacteurs de génération 4. On a bien identifié et hiérarchisé les verrous sur lesquels il faut travailler. Et puis, on travaille toujours dans le cadre du GIF pour définir un référentiel de sûreté internationale. Voilà, on arrive aux perspectives. Là, je suis un petit peu revenu dans les temps. Donc, on a un concept. Dans le futur, il faut pouvoir maîtriser les coûts des futurs réacteurs. En sûreté, les gens ont crainte de l'accident type Tchernobyl-Fukushima. Les déchets nucléaires sont ressentis comme une impasse. Les ressources d'importation, les réserves en uranium sont limitées à long terme. Et puis la souplesse, on a des besoins de flexibilité accrue pour compenser l'intermittence des ENR. Donc les réacteurs quatrième génération visent à répondre à tous ces problèmes
Et on a bien vu pendant la présentation que les MSR permettent théoriquement de répondre à ces 5 points de manière assez nette. Donc on va retrouver dans le contexte français, hein, où on dispose actuellement d'uranium et de plutonium, d'uranium appauvri et de plutonium. Ben, on voit que le concept est intéressant dans le contexte français puisqu'il nous permet d'économiser l'uranium. On fonctionne facilement en isogénérateur. Il permet de minimiser les quantités de déchets puisqu'on utilise les déchets existants pour fonctionner. Et en plus, après séparation, on n'a plus que des déchets à vie courte faciles à gérer. Quand je dis à vie courte, c'est quelques centaines d'années, mais c'est facile à gérer, quelques centaines d'années. Après, on a les possibilités de multirecyclage, du PU, de la transmutation. On a un suivi des réseaux très rapide, très souple. On a la sûreté intrinsèque du réacteur qui est assurée. Et tous ces facteurs sont importants pour l'acceptabilité sociale ou sociétale du nucléaire. Sûreté, économie, service, acceptabilité. On a beaucoup de verrous à surmonter, beaucoup de travail, parce qu'on a beaucoup moins de connaissances que ce qu'on avait comme connaissances sur les réacteurs à sodium, par exemple. Donc, l'équipe de France Nucléaire doit travailler là-dessus pour évaluer la filière et faire sauter tous les verrous qu'on a identifiés. Donc, pour terminer, le MSR peut être un game changer de l'acceptabilité de l'énergie nucléaire. Et en même temps, attention aux fausses promesses, le réacteur simple, sûr et pas cher n'est souvent que sur le papier. Donc, il faut vérifier beaucoup de choses pour être sûr de la faisabilité finale du réacteur. La simplicité et la sophistication suprême, ça c'est Léonard de Vinci. Et ce qui est simple est faux, ce qui est compliqué est inutilisable. Ce sont des citations qu'a mis Paul Gaultier dans sa présentation à la SFEN au début de l'année. 3 références à la fin, pour terminer. Le rapport scientifique des journaux de Massy est disponible, c'est un document ouvert, un gros document. On avait réuni tous les gens qui, en France, avaient quelque chose à dire sur les réacteurs à ciel fondu. On avait fait un bilan de ce qu'on savait en 2018. Il y a une présentation de congrès ICAP 2020 qui est aussi une présentation ouverte qui explique la sûreté des réacteurs à ciel fondu et qui explique tous les avantages en termes de sûreté que peut apporter ce type de réacteur pour le futur. Et une présentation de l'ICAP 2019 sur les réacteurs à ciel fondu pour fermer le cycle du combustible. C'est des calculs neutroniques qu'on avait fait avec le CNRS et qui montrent qu'on avait pris des fluorures, de l'uranium et du plutonium, et on faisait tourner le réacteur, et on voyait que par un simple adoption d'environ 1 tonne par an d'uranium appauvri, on arrivait à faire fonctionner le réacteur et à produire des déchets à vie courte. Voilà. C'était quelques documents qui sont intéressants à lire sur le sujet, qui sont relativement récents. Merci de votre attention. Merci Joël pour cette présentation très complète et j'espère qu'elle enthousiasme les étudiants qui ont des perspectives d'avenir là, sur ces nouveaux types de réacteurs. Donc la parole maintenant est aux questions. Est-ce que Marois a réussi à en réunir quelques-unes? Oui, bonjour à tous, enfin bonsoir plutôt. Nous avons regroupé les questions qui ont été posées dans le chat et nous allons les poser de suite à Joël. Oui. Alors, donc il y a une question qui est la suivante. Dans le cadre de la radioprotection, quels sont les problèmes que pose un MSR? Alors, faut comparer, si on compare avec un combustible solide, on a à peu près les mêmes produits. Simplement, les produits d'un combustible solide sont dans une gaine, alors que là, ils sont dans un liquide. Hein. Et le liquide va se trouver au niveau du circuit sel combustible. Donc, ce circuit, il va falloir le protéger de manière importante. Mais c'est quelque chose qu'on sait faire. Les combustibles solides, on les met dans des cellules, et dans les cellules, on peut les regarder, on peut les couper, on peut les ouvrir. Donc, il faudra faire des cellules de ce genre autour du réacteur. Je ne sais pas si ma réponse est bien claire, parce qu'il faudrait des schémas et des dessins pour expliquer plus précisément, mais on a regardé et c'est parfaitement faisable. On sait faire une protection suffisante pour pouvoir opérer à distance. Bonsoir. La deuxième question, c'est quelle est la température de fusion des sels?
Et alors, ça dépend du sel qu'on prend. Mais disons que pour les fluorures, on va jusqu'à 700 degrés. Et pour les sels chlorures, on essaie de fonctionner plutôt dans des gammes de température entre 500 et 650 degrés. Je rappelle que le sodium, on avait le sodium dit froid est à 400 degrés, le sodium dit chaud à 550. Voilà. Donc, on est dans les gammes de température qui ne sont pas extrêmement différentes quand on prend des chlorures de notre expérience avec du sodium fondu. Super, merci pour cette réponse. Du coup, question suivante. Quelles sont les spécificités des contre-réactions neutroniques des MSR et est-ce principalement du Doppler ou de la dilatation du sel? Alors, il y a un peu de Doppler, mais c'est surtout la dilatation du sel. Il y a du Doppler aussi, évidemment, il y a du Doppler, il y a toujours du Doppler. Mais c'est surtout la dilatation du sel. Donc, il faut vraiment une surface libre pour que le sel puisse se dilater. Mais par contre, la dilatation se fait à la vitesse du son et permet aussitôt de faire ces effets de contre-réaction, des effets négatifs extrêmement puissants. Merci. La question suivante, c'est le gros défaut des réacteurs à sel fondu n'est-il pas de permettre un facteur de régénération suffisant? Un facteur de régénération Suffisant, je voulais dire, je pense. Alors, la question, je vais la reposer. Je pense qu'elle a des problèmes de connexion. Donc, le gros défaut des réacteurs à sel fondu n'est-il pas n'est-il de ne pas permettre un facteur de régénération suffisant? Ah non, non. Les calculs qu'on avait fait pour le ICAP 2019, on avait mis de l'uranium et du plutonium dans le fluorure. On était isogénérateur sans l'avoir cherché. On se demandait ce qu'on allait obtenir dans les calculs, et les calculs nous ont montré qu'on était isogénérateur, parce qu'on créait autant de PU qu'on en brûlait, et il fallait simplement remettre une tonne par an d'uranium appauvri dans le réacteur pour le faire tourner. Donc on arrivait facilement à être isogénérateur et à faire tourner le réacteur sans apport de plutonium. Par contre, si on voulait être surgénérateur, il faudrait rajouter des couvertures. C'est même comme pour les réacteurs sodium. Si on veut être surgénérateur, il faut rajouter des couvertures où on va créer du PU et des choses comme ça. Ou alors rajouter des couvertures en thorium pour créer du l'U-233, par exemple. Mais d'un premier temps, on ne va pas créer de couverture parce que ça complique le dessin, tout ça. Mais on peut être, soit au choix, on peut être surgénérateur avec des couvertures. Si on ne met pas de couverture, on est isogénérateur sans problème. Et si on veut être sous-générateur, si on veut brûler du PU, on peut faire un réacteur qui brûle du PU sans uranium, donc qui brûle que du PU. Donc on peut faire les trois options sans problème. D'accord. Alors, concernant la sûreté maintenant, l'utilisation de pompes en graphite pour des MSR thermiques serait-elle rédhibitoire pour l'ASN? Contre-réaction positive du graphite. Pour la sûreté, je ne sais pas quel est le problème de sûreté lié au graphite. Le graphite peut être utilisé même en protection neutronique. C'est un des matériaux réfléchis comme protection des parois, par exemple. C'est un matériau qui va avoir un petit peu de gonflement. Il faut éviter l'effet Wigner. Il faut peut-être le gainer pour éviter qu'il y ait des morceaux qui se séparent. Mais il ne pose pas de problème particulier. Par contre, il thermalise le flux. Donc, si vous thermalisez le flux, c'est moins bon au niveau neutronique et c'est moins bon au niveau combustion des actinides mineurs. Donc, ça oblige à retraiter le fluide en quantité beaucoup plus importante. C'est l'inconvénient de la thermalisation, c'est qu'il faut retraiter une quantité beaucoup plus importante de fluide. La question suivante, c'est Ah mince, Emel, on ne t'entend pas. Si tu veux, je vais poser la question. Du coup, la question, c'est le thorium n'a-t-il pas sur l'uranium l'avantage de moins produire de déchets transuraniens? Alors ça, c'est Daniel Heuyer a fait des calculs là-dessus. Et non, en résultats finaux, enfin, dans les déchets finaux,
il n'y a pas d'avantage spécifique. CNRS avait fait des calculs avec le thorium pour voir s'il y avait des avantages spécifiques en termes de gestion des déchets. Hein. Et non, on arrive en gros, même à partir du moment où on brûle les actines mineures, hein, c'est toujours le truc de base, c'est brûler les actines mineures. Ce qui reste derrière, il n'y a pas de grosse différence. Voilà, c'est assez résumé ce que je raconte, mais Daniel avait fait les calculs et m'a dit non, il n'y a pas d'avantage spécifique là-dessus. Le thorium, c'est infertile. Pour les gens qui ont beaucoup de thorium, c'est intéressant. Quand vous partez sur un cycle thorium U233, et encore faut-il avoir l'U233, il faut le produire, il faut retraiter, il faut l'obtenir. Mais à partir du moment où vous partez sur ce cycle, vous arrivez à peu près à être isogénérateur. C'est pareil que au cycle PU. Vous arrivez à peu près à être isogénérateur, c'est-à-dire qu'après, il suffit de rajouter du thorium et puis vous faites fonctionner votre réacteur qui va uniquement brûler du thorium. Hein, c'est le même principe que le réacteur qu'on avait présenté à Pfizer, à ICAP 2019, où uniquement en chargeant l'uranium appauvri, on faisait marcher le réacteur en brûlant uniquement de l'uranium appauvri. Voilà. D'accord. Alors, donc, l'industrie des lanthanides n'a-t-elle pas été source de milliers de tonnes de thorium de rebut en France? Alors, en France, il y a des thoriums stockés. Je n'ai plus les valeurs en tête, il y en a un petit peu, je ne sais plus. Je ne peux plus vous dire la valeur, mais beaucoup moins que les 30 000 tonnes d'uranium appauvri. Hein. 100 000 tonnes d'uranium appauvri. Hein. Beaucoup moins. Il y a quelques milliers de tonnes stockées, justement, à cause de l'industrie lanthanide. Oui, on en a un petit peu en France. Ah, je vois arriver 2300 tonnes à Cadarache. Donc, on a 2300 tonnes, comparé à 300 000 tonnes d'uranium appauvri. D'accord. Donc, maintenant, en termes de recherche, donc, combien de chercheurs étudient le MSR au CEA en partenariat avec le CNRS et les budgets sont-ils assez conséquents pour mener des études approfondies? Alors, réponse d'un chercheur, les budgets ne sont jamais assez conséquents. C'est la vraie réponse. Alors, non, il y a des budgets qui étaient à zéro en 2018. Alors, lorsqu'on a fait les journées de Massy, il y avait 0 personne qui travaillait là-dessus. Donc, maintenant, il y a quand même du monde. Il y a des projets de boucle. Je ne peux pas vous donner les chiffres en ETPT parce qu'on discute toujours en ETPT, c'est-à-dire en personnel. Mais en fait, quelqu'un qui travaille à mi-temps sur le MSR, par exemple, ça va doubler le nombre de personnes. Moi, je dirais comme ça, à vue de nez, on fait la dernière réunion qu'on a eue où on a parlé du design d'une maquette de réacteur à sel fondu. Il y avait 35 personnes qui étaient connectées, qui travaillaient, qui répondaient à des questions. Voilà. Ça vous donne un ordre de grandeur, quoi. 35 personnes dans des départements très divers. Dans des départements en chimie sur la corrosion, des départements qui travaillent sur le retraitement, des départements. Il y avait des gens dans des départements très différents. Et ce jour-là, il y avait 35 personnes. C'est-à-dire qu'il y en a plus, en fait. Hein, mais ce jour-là, il y avait 35 qui étaient connectés. D'accord. Donc, la prochaine question est la suivante. L'acceptabilité sociétale suppose une bonne communication sur ce concept pour bien le démarquer des réacteurs à combustible solide. Y a-t-il des actions ou à minima des réflexions dans ce sens? Les actions, oui, il y en a, puisque les actions sont déjà au niveau scientifique, au niveau des congrès. Elles sont aussi, les journées de Massy, c'était quand même une action forte de réunir tout le monde pendant 2 jours et de faire un document de synthèse. C'était quand même une action forte. Et on essaye aussi de faire un petit peu au niveau des publications, dans la SFEN, ainsi de suite. On essaie de faire passer le message. Et puis, au niveau du GIF, du groupe international, on essaye de monter un groupe de travail sur la sûreté, justement pour démontrer les avantages de sûreté et puis avoir un référentiel de sûreté commun au niveau international. Et dans les médias plus populaires, c'est difficile d'accéder. On a quand même réussi à faire passer quelques articles, mais il faudrait aussi faire peut-être avoir des actions à des niveaux moins scientifiques et plus grand public. D'accord. Nous avons juste Alain qui voudrait intervenir pour vous poser une question. Donc, Alain, si vous voulez bien poser la question, vous voulez. Oui, Joël, il y a un point qui m'a un peu interloqué, c'est le fait que tu nous dises que la cuve ne va durer que 10 ans. Alors, je comprends bien qu'elle est directement soumise à une fluence importante,
Est-ce qu'il y a des travaux pour essayer de protéger et d'essayer d'allonger un peu cette durée de vie de la cuve? Et deuxième question, est-ce que c'est pas un peu rédhibitoire parce qu'on n'aura pas à changer que la cuve, il y aura certainement beaucoup d'autres structures à changer. Alors, faut bien voir que la zone où il y a du flux, c'est la zone critique surtout, hein. Lorsque le sel combustible après part dans le circuit vers les échangeurs, les flux sont moins importants quand même, hein. Donc, cette cuve qui contient le sel combustible central, je dirais, cette cuve, on va la protéger. Et il y a plusieurs matériaux qui sont à l'étude pour voir quelle serait la meilleure protection possible pour cette cuve. Alors, la durée de vie de l'ensemble, bah, c'est un choix technique, si tu veux. Si tu mets beaucoup de protection, ta cuve, tu vas peut-être pouvoir la mettre pendant 50 ans, si tu veux. Simplement, tu vas augmenter en diamètre de réacteur, tu vas avoir un composant beaucoup plus gros. Donc, il faut optimiser. Et comme on a donc, une des voies, comme tu dis, c'est voir si lors d'une décennale, on peut facilement enlever cette cuve et en mettre une autre. Parce qu'on a des cuves de vidange du sel, on les a vues au MSRE, les cuves de vidange. Ouais. Donc, on peut vidanger, on peut sortir la cuve, on peut la laver facilement, c'est un chlorure, et ça fait un déchet métallique qui s'en va. Et c'est peut-être plus simple que de faire des protections énormes, si tu veux, pour augmenter la durée de vie. Mais là, on en est au stade, si tu veux, des réflexions, hein. Non, bien sûr, je comprends. Il n'y a pas de décision, hein. Mais moi, là, c'est une opinion personnelle que je donne, hein, que du moment qu'il y a une décennale, les gens vous demandent de prouver que tout le matériel est en bon état. Donc, il faudra prouver que la cuve est en bon état, qu'il n'y a pas de corrosion, il faudra faire des mesures compliquées, ça crache pas mal, tout ça, c'est un peu compliqué. Si on sort la cuve comme une cuve neuve, il faut voir la dimension, c'est dans du mètre, hein, ce n'est pas des trucs. On est super petits. Donc, un truc qui fait 1 mètre de diamètre, je veux dire, ce n'est pas un problème, hein, ça coûte pas cher et ça peut rapporter gros, quoi. Merci. Merci Joël. Nous avons eu aussi une question qui rejoint un peu celle de Alain. C'est concernant la maintenance. Donc la question, c'est la suivante. La maintenance d'un appareil fonctionnant à plusieurs centaines de degrés est-elle faisable? Alors oui, parce que si tu prends le cas des réacteurs à sodium, les pompes, elles marchent à 400 degrés, les échangeurs à 550 degrés. Et donc, la maintenance de ces réacteurs, de ces composants, elle a parfaitement été faite. On a sorti les pompes et les échangeurs à Phoenix et on les a réparés, on les a remis en réacteur. Alors ici, la différence, c'est que le sel combustible qui va sur ces composants est beaucoup plus actif que le sodium d'un réacteur comme Phoenix, hein, qui était presque propre. Et là, on a un sel combustible qui est au contact. Donc, même après lavage, les produits vont être très très chargés. Mais ça va. On pourra laver, on pourra décontaminer, on pourra travailler. C'est faisable. D'accord, super. Nous avons aussi une question, c'est plus sur des documents. Oui. Enfin, certains participants aimeraient obtenir les documents de référence cités sur la diapo 50. Oui. Et ils voudraient savoir comment l'obtenir et également le support de la conférence, savoir si c'est possible de l'obtenir ou pas. Oui, pas de problème pour moi. C'est des documents ouverts, hein, c'est des documents de congrès, donc on les trouve dans la bibliographie, hein, ce n'est pas un problème. Le document des 2 juin 2018, c'était un document ouvert également, puisque tout le monde était présent, donc c'est un document qui était diffusé largement. Et puis mes transparences sont disponibles également. Voilà. Super. Donc voilà pour la session questions-réponses. Il y a aussi une dernière question pardon, que j'ai oublié de poser. Qu'en est-il de la production importante de tritium pour la non-prolifération et la radioactivité? Alors, la production de tritium, elle est absolument, je dirais, identique à ce qu'elle serait dans un réacteur à combustible solide, hein. Simplement, là, elle se dégage en continu, alors d'un combustible solide, elle se dégage le jour où on cisaille les combustibles dans l'usine de retraitement, hein. Donc,
mais la prototritium ne pose pas plus de problèmes qu'avec les autres filières, je veux dire. Hein. Il y a eu aussi une autre question par rapport, qui est un peu plus technique. Quel est l'ordre de grandeur de la puissance volumique attendue? Ça dépend des concepts. Le CNRS a une énorme puissance neutronique dans son réacteur. Je ne sais plus, je n'ai plus la valeur en tête, mais c'est supérieur à la puissance qu'il y avait dans le cœur de Phénix. Mais enfin bon, ça reste quand même des puissances qui sont comparables à celles qu'on avait par exemple dans le cœur de Phénix. Enfin, je n'ai plus les valeurs en tête. Malheureusement, je n'ai pas la valeur en tête, je ne peux pas vous la donner. Ok, donc voici toutes les questions qui ont été posées par les participants. Je pense avoir balayé la majorité des questions. Donc, merci beaucoup pour vos réponses et merci pour votre présentation. Et merci beaucoup et puis à la prochaine. Merci Joël et merci aux auditeurs et à Marois qui a organisé les questions-réponses. Donc, nous vous avons envoyé à la Timone les transparents et puis le rapport qui a été rédigé après les journées de Massy, mais nous pouvons les envoyer à qui nous demandera en écrivant à Sven Provence @sven.org. Donc, c'est disponible, hein, comme Joël l'a dit. C'est à votre disposition. Par contre, peut-être que Joël peut nous donner une référence pour obtenir la densité de puissance volumique. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Je n'ai plus en tête, malheureusement. Guillaume, qui était dans la conférence, il doit l'avoir en tête, lui, mais moi, je ne l'ai plus en tête. On retrouvera dans les journées de Massy. Ah oui, oui, dans le jeu de Massy, on le trouve sans problème. Ok, très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on peut se dire au revoir maintenant à tous et merci de votre présence et merci à Joël de sa brillante prestation. À bientôt. Et donc, la prochaine conférence, j'ai noté la date. 8 avril. 8 avril. Vous pouvez nous rappeler, Sylvie, le thème? Oui, c'est une conférence sur le démantèlement des usines du cycle, donc en particulier un zoom sur le démantèlement de l'usine Georges Besse 1. Qui donnera lieu à récupération de l'acier traité comme TFA à Fessenheim. Sur le site de Fessenheim ultérieurement, oui, quand l'usine sera construite, pour faire fondre ces aciers sortis des déchets. Voilà, on est en train d'organiser avec Orano DS justement le pendant de la conférence sur le démantèlement avec la problématique du recyclage des aciers. Ça sera vraisemblablement début juin. Parfait. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne soirée et merci de votre présence. À bientôt. Merci à tous.